que les étoiles n'avaient plus besoin d'être fixées sur une sphère pour tourner, donc plus besoin du tout d'être à la même distance, et sans doute réparties à des distances très différentes. Et puisqu'elles ont des états d'éclat très différents, pourquoi pas, à cause de leurs distances différentes. Mais donc, voilà. Les premières parallaxes stellaires seront mesurées en 1838 par Bessel et sont de, bon, voilà, 0,3 secondes, mais ça vous le savez probablement. Pour l'étoile 61 Cygni, observée par Bessel, et 0,2 secondes pour Vega, qui est une étoile qu'on pense naturellement observer puisqu'elle est très brillante dans le ciel. Alors, ceci étant, ce qui va nous intéresser ici, ce ne sont pas du tout les parallaxes orbitales, mais les parallaxes terrestres, qui correspondent à la différence de direction de visée d'un point à l'autre de la Terre. Alors, je dis tout de suite, je donne tout de suite des valeurs, parallaxe de la Lune d'un point de la Terre. Bien que je n'ai pas encore défini la parallaxe, mais ça va venir tout de suite. Parallaxe de la Lune de 67 secondes, mesuré au XVIIIe siècle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, à ma connaissance, pas avant, mais je peux me tromper, et si quelqu'un a des connaissances à ce sujet, je suis tout à fait preneuse. Celle du Soleil est de 8,8 secondes, difficile à appréhender en raison de son éclat, et l'idée d'utiliser Mars en 1672 est sans doute due à Cassini. La parallaxe de Vénus, elle, sert à déterminer la distance Terre-Soleil par la méthode du transit. C'est aussi une méthode de parallaxe, la méthode du transit, que vous connaissez sûrement, enfin qui est plus connue que la méthode de 1672. Elle est tentée quand même une fois au XVIIe siècle, sans succès, et puis réalisée avec succès au XVIIIe. Alors, donc des dessins de définition des parallaxes, pour la parallaxe orbitale, on voit une étoile proche changer complètement de position par rapport aux étoiles lointaines considérées comme étant à l'infini, là, aux positions extrêmes de la Terre sur son orbite. En fait, d'ailleurs, les directions devraient être tangentes à l'orbite, peut-être, pour que ce soit extrême, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et l'angle θ, de l'angle θ, on va tirer, évidemment, connaissant les dimensions de l'orbite, à condition d'avoir une bonne valeur de la distance Soleil-Terre, on va tirer la distance de l'étoile. Alors, la parallaxe terrestre, celle qui m'intéresse maintenant, qui s'appelle horizontale ou totale, dans sa définition, et l'angle de différence, enfin la différence d'angle de visée entre quelqu'un qui voit l'étoile à l'horizon et quelqu'un qui la voit au zénith. Alors, on comprend tout de suite qu'évidemment, c'est pas en faisant la différence entre les hauteurs ou déclinaisons de l'étoile qu'on va avoir la parallaxe, puisque entre le zénith et l'horizon, ça fait 90 degrés, ça ne nous donne pas du tout la parallaxe. Ce qui donne la parallaxe, c'est la différence entre... Alors, on va imaginer là que ce cercle est un grand cercle, est un méridien, et que les points C et B sont simplement à différentes latitudes, et c'est la différence des latitudes qui va donner la parallaxe. Qui va donner donc l'angle que j'ai appelé alpha, qui s'appelle alpha. Alors, deuxième remarque, ça c'était ma première remarque, c'est la différence des latitudes. Il faut bien sûr connaître les latitudes des lieux pour obtenir la parallaxe de l'étoile, qui va permettre d'obtenir sa distance. Et deuxième remarque, l'angle de parallaxe alpha est inversement proportionnel à la distance, parce que l'angle peut être assimilé à sa tangente, ou à son sinus, parce qu'il est toujours très petit. Donc ça, c'est une méthode qui permet de calculer des parallaxes facilement, à des distances facilement, connaissant les parallaxes. Bon, c'est assez clair, ça va. Je continue.
Alors maintenant, je montre Mars, la Terre et le Soleil. Mars en opposition. Alors moi je pensais que Mars en opposition c'était tout simple. On avait une certaine distance qui était à peu près le tiers de la distance Terre-Soleil. Ben, c'est plus compliqué que ça parce que, étant donné que la trajectoire de Mars est relativement excentrique, avec une excentricité de 1/10, eh bien la distance Terre-Mars peut varier presque du simple au double, comme vous le voyez là. Alors par contre, calculer la parallaxe de Mars dans une position ou dans une autre est très facile parce qu'il suffit de faire une règle de 3, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que la parallaxe, dans la position la plus favorable, ici, la parallaxe de Mars par rapport à la Terre sera la parallaxe du Soleil par rapport à la Terre, qui est de 8, disons 9 secondes, divisé par 0,36. Et ça nous donne 24 secondes. Et ici, on trouve 13 secondes. Donc, en opposition, la parallaxe de Mars peut varier de 24 secondes à 13 secondes. Et d'après ce qu'on a des valeurs de Cassini, déduites du travail des données de Jean Richet, on est plutôt dans la position favorable ici. Quoique Jean Richet ait dit qu'on était dans la position la plus favorable en septembre 71. Donc bon, faudrait voir si on l'est encore en 72. Sachant que la période de Mars est de à peu près 1 an et demi, et que ça tourne dans le même sens, enfin, voir ça de plus près. Mais bon, voilà, on est à peu près dans la conjoncture la plus favorable. Bon, quelques données de plus sur la parallaxe, parce qu'évidemment, j'ai défini la parallaxe horizontale qui est la parallaxe totale, que Cassini va appeler parallaxe totale, mais on n'a pas toujours un observateur qui voit l'astre à l'horizon et l'autre qui le voit au zénith. On choisit Paris et Cayenne, par exemple, et donc on a des parallaxes partiels qui sont calculés. L'angle P de parallaxe est toujours calculé en tenant compte de la direction d'observation par rapport à la verticale et de la latitude du lieu, si on est sur un méridien, que je suppose pour simplifier. Et puis, le cas le plus général en bas, où la parallaxe, l'angle P, oh ben, là, il est décalé par rapport à ma figure, c'est un défaut de conception du diaporama, excusez-moi. Et donc, l'angle de parallaxe, on va l'avoir en mesurant les hauteurs ou les déclinaisons de l'astre en 2 points différents, Paris et Cayenne, par exemple, et en soustrayant l'angle O1T O2, qui est simplement, si on se situe sur un méridien, la différence de latitude entre les deux lieux. Et puis bon, c'est une géométrie qui est peut-être un petit peu compliquée pour nous, mais ça ne posera aucun problème à Cassini. Oui. Vous ne faites jamais référence au temps. Je pense que la synchronisation des temps est très importante. Entre Paris et Cayenne? Oui. Mais bien sûr. Et quand j'avais mis que Cassini et Richet... Justement, je pense que Cassini avait donné un programme à Richet bien précis, oui, d'observer à telle date, tel astre, pour que lui fasse la même observation à Paris et qu'il puisse rencontrer l'observateur. C'est-à-dire que la date, en fait, Richet ne la choisit pas, puisqu'il n'observe les astres que dans leur passage au méridien. C'est ça. Simplement, il faut connaître exactement la différence horaire entre le passage au méridien de Mars à Cayenne et le passage au méridien de Mars à Paris la même nuit. Et cette différence, elle est de 3h38 parce qu'elle est déterminée par les observations d'éclipses de lune, encore une fois. Mais ça, ils s'en servent effectivement. Richet donne une valeur, Cassini donne aussi une valeur, et on va faire la moyenne. Et en plus, il faut savoir déterminer le mouvement réel de Mars, qui change de hauteur, évidemment, au cours de sa trajectoire, pendant ces 3h38, entre les deux nuits qui sont identiques. C'est à peu près 2 secondes qu'il faudra ajouter à la parallaxe ou retrancher, mais ça, c'est fait sérieusement. Oui, mais leurs horloges n'étaient pas assez précises, parce qu'en plus, Richet se posait la question si l'humidité de Cayenne ne changeait pas oui, le métal des horloges, oui, avant de contrôler son pendule. Elles étaient assez précises, mais elles retardaient. Il a mesuré la différence de longueur de la sonde, et il s'est aperçu qu'il ne fallait pas une longueur de
quoi, quelque chose comme ça, mais qu'il fallait diminuer de quelques lignes. Donc les horloges à pendule, c'est assez précis. Elles étaient très précises, mais elles retardaient. Elles étaient très précises, mais fausses. Elles retardaient à cause de la gravitation. Bien sûr, bien sûr. Mais elles étaient très précises, je suis d'accord avec vous. Alors l'humidité, je sais pas, l'humidité peut jouer aussi. Mais peut-être qu'il n'a pas suffisamment évalué aussi le problème de la gravité, enfin de la modification de la gravité sur ces horloges à pendule. Maintenant, c'était des horloges à échappement, donc ça ne réagit pas non plus comme le pendule libre. Mais voilà, c'est tout un travail à faire qu'il ne fait pas, parce qu'il n'a pas à le faire, lui. On ne lui a pas demandé. Si, le travail, il l'a fait l'initiative de la faire. Oui. La longueur du pendule, puisque en fait, le pendule, la masse pesante, elle est au bout d'une tige qui est à vis, et on peut rallonger... Ah d'accord, sur ces pendules même, vous voulez dire? Oui. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie. S'il vous plaît. Il a corrigé la longueur du pendule. Oui. On fera les questions à la fin parce que je passerai avec le micro. D'accord. Oui, parce que, alors, excusez-moi, je vous remercie beaucoup de cette précision que je ne connaissais pas, mais effectivement, l'organisateur dit qu'il vaut mieux y revenir à la fin parce que vous aurez un micro et que tout le monde vous entendra. Enfin, moi, je vous ai entendu, hein, donc, mais les gens qui vous tournent le dos ne vous ont peut-être pas entendu. Et ça sera sur vidéo. Et ça sera sur vidéo en plus, voilà. Très bien. Alors, donc, Richet note l'heure de passage en méridien de la hauteur de Mars et des étoiles proches. Je donne quelques exemples de hauteur, je n'ai pas noté les heures. C'est simplement pour vous montrer qu'il y en a des pages il y en a des pages et des pages de ça. Et préciser que le bord supérieur de Mars est à une hauteur d'environ 30 degrés à Paris. Voilà, alors je viens maintenant au problème de la réfraction et au fait qu'on utilise une méthode différentielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer seulement les coordonnées, enfin la hauteur de Mars, mais la différence de hauteur entre Mars et une étoile du Verseau, une étoile la plus proche. On aurait aimé d'ailleurs qu'il y ait une conjonction. Cassini pensait avoir la chance d'avoir une conjonction de Mars avec une étoile, ce qui aurait été beaucoup plus précis, et d'avoir cette conjonction à Paris aussi, plus tard, à un autre moment, et de pouvoir faire la mesure comme ça. Alors là, vous voyez très bien le principe sur le schéma, hein, c'est que la réfraction modifie la direction apparente de l'étoile et de Mars, mais modifie assez peu la différence. Évidemment, le schéma est exagéré puisqu'il s'agit d'une étoile qui est quand même assez haute, et que la réfraction va très peu jouer sur les étoiles qui sont près du zénith, mais en fait, Cassini est très intéressé à établir des tables de réfraction, et il les fera d'après les données de Richet, ces tables de réfraction, pour trouver que ça varie de 0 au zénith à plus de 30 minutes à l'horizon. Hein, que la réfraction atmosphérique est pour lui de 32 minutes à l'horizon, c'est-à-dire que quand le soleil se couche et qu'il touche l'horizon, en fait, il est déjà couché, et quand on le voit se lever, il n'est pas encore levé du tout. Voilà, donc c'était très important. C'était peut-être ce qu'il y avait de plus important au départ dans l'utilisation des données de Richet pour Cassini. Établir les tables de réfraction. Alors ensuite, bon voilà, maintenant on est à l'Observatoire de Paris, on va parler du travail de Cassini, et puis je ne voudrais pas abuser de votre patience, donc je vais me dépêcher. 10 minutes, d'accord? C'est presque fini. Voilà, c'est une autre représentation de l'Observatoire de Paris que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très jolie, avec la tour de Marly, des étoiles, des lunettes des Vélius, qui ont l'air télescopiques, et des lunettes aériennes de Huygens, sans tuyaux. Alors, le travail de Jean-Dominique Cassini, j'en ai déjà parlé, hein, donc ça va aller assez vite. 3 méthodes à partir de l'écart des longitudes entre Paris et Cayenne, à partir de l'écart des latitudes. J'ai plutôt parlé, finalement, quand j'ai montré les images de la parallaxe, de différence en latitude sur un méridien, et c'est ça qui va être utilisé. Et puis, à Paris seulement, en utilisant comme base de la parallaxe le déplacement de la Terre au cours de la nuit. Il fallait y penser, et en fait ça marche très bien. Il aurait pu, à ce sujet, ne pas envoyer Jean Richet à Cayenne. En fait, il avait autre chose à faire aussi à Cayenne. Voilà.
Donc ce sont les trois méthodes, A, B, C, retenons bien les trois méthodes. Alors, je précise aussi qu'on a les données justement de différences horaires, donc différences de longitude entre Paris et Cayenne, et qu'elle est remesurée tout le temps, hein, remesurée par Cassini, par Picard, et même par Jean Richet au cours d'une éclipse. Ils le refont en 1672. La latitude de Paris est facile à déterminer, celle de Cayenne aussi. C'est à peu près le même écart d'ailleurs, c'est pas tellement plus avantageux en latitude, de toute façon c'est un huitième du rayon de la Terre, on n'a pas beaucoup plus une base beaucoup plus grande en latitude, mais les mesures sont beaucoup plus précises. Alors, résultat, pour la méthode A, la méthode en longitude, échec, hein, les commentaires de Cassini sont assez intéressants, alors soit parce que justement les horloges de Richet à Cayenne retardent, soit pour d'autres raisons. La comparaison des données en différence de longitude, qui est vraiment fondée sur les horloges, ne marche pas du tout. Et on a des valeurs incohérentes, réduites à rien, et parfois moins que rien. Supposant que dans les alors ce qui est intéressant, c'est que Cassini va faire un calcul d'erreur, là, alors qu'il ne le fait pas vraiment, jamais, mais en disant que j'observe rien, et j'évalue mes erreurs, et en supposant que l'erreur d'un quart de minute fasse évanouir la parallaxe de Mars, et bien la parallaxe totale serait de 25 secondes. Donc il évalue ses erreurs, il donne une limite supérieure, et justement c'est la valeur de la parallaxe de Mars. Ça tombe très bien. Nous saurions supposer une plus grande erreur. Donc, on pourrait même supposer qu'il a eu de la chance de mesurer la parallaxe de Mars, alors que c'était vraiment de l'ordre de grandeur des erreurs, sauf qu'il a pris en fait une autre méthode, qui est la méthode B, en de différence de latitude entre Paris et Cayenne, et là ça marche beaucoup mieux. Donc, il prend des données, alors sa méthode de travail, il ne fait pas de moyenne, hein, mais il en fait quand même, parce qu'il observe toutes les données, et il élimine celles qui ne lui plaisent pas, c'est normal. Par rapport à des notions de continuité dans les données, hein, pas par rapport à ce qu'il veut trouver, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut trouver. Et donc il trouve ça, et puis il en déduit la parallaxe totale qui est 59 centièmes de la parallaxe entre Paris et Cayenne, et voilà, c'est pas trop mauvais. Et dans sa troisième méthode à Paris, en utilisant le mouvement de l'observateur de Paris au cours de la nuit, il a quelque chose qui est tout à fait aussi bon. J'ai mis plus de précision, en fait il n'y a pas plus de précision, simplement je n'ai pas noté la précision des autres parce qu'il y avait plus de données, il y a beaucoup plus de données que ça. Voilà. Alors, conclusion aussi, par Cassini, distance de la Terre à Mars, dans sa conjonction, enfin, dans sa position la plus proche, 9700 rayons terrestres, et de la Terre au Soleil, 21 800 rayons terrestres, voire 22 000. On est très proche des 23 500, on est à plus de 10% près, alors que les incertitudes de mesure sont de l'ordre de 100%. C'est du joli travail, et qui a demandé beaucoup de patience et beaucoup d'acharnement de la part de Cassini. Voilà, alors là j'ai mis les sources, mais ça, vous pourrez les savoir après, hein, c'est pas la peine de les lire maintenant. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La suite, mais la suite vous la connaissez mieux, hein, vous la trouverez dans les références de nombreux articles de l'astronomie, donc par la méthode du transit de Vénus, c'est connu, et par l'aberration stellaire aussi, c'est moins connu, je ne sais pas qui l'utilise vraiment, mais on en parle. Et c'est une méthode tout à fait possible. Moi j'ai pensé à une autre d'ailleurs, à partir du moment où on mesure la vitesse de la lumière, et j'y fais allusion ici, sur Terre en laboratoire, on peut revoir la méthode des satellites de Jupiter, et connaissant la vitesse de la lumière, s'en servir pour déterminer plus précisément la distance Terre-Jupiter, et donc recalibrer tout le système solaire ici. Donc il y a d'autres possibilités. Voilà. À consulter également, bon, référence de numéros dans l'astronomie, et puis c'est tout. Je vous remercie énormément. Bon, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je suppose que vous avez des questions, et j'ai préféré
les laisser pour la fin pour qu'on ait un micro à faire circuler. Alors je vous en prie, levez le bras. Moi j'ai une remarque avant de passer la parole à la salle. Donc en fait, 90 ans avant les expéditions du transit de Vénus, on avait déjà un bon ordre de grandeur des distances dans le système solaire. Hein? Voilà, donc c'est pas mal, hein, 10% près. Et les expéditions du transit de Vénus n'ont fait que affiner cette mesure, et là, au pourcent, on passe. La parallaxe de Vénus est plus proche. Micro. Merci. Oui, parce que bon, Vénus est plus proche. Seulement, évidemment, il faut attendre tous les 110 ans. Oui, oui. Il y en a un qui a attendu 8 ans. Oui, le pauvre, le gentil de la Galésière. Bon, question. Voilà. Oui, ma question c'est le mariage entre ce que vous nous avez dit Oui. et les travaux de Newton. Oui. Newton ne connaissait pas la constante G, donc il ne Non. connaissait que le rapport des deux masses sur la distance au carré, mais il ne connaissait pas G. Donc il n'était pas capable réellement de calculer une force, il n'était pas capable réellement de calculer même une accélération. Donc, entre tous ces savants dont vous nous avez parlé, un qui essayait de mesurer avec beaucoup d'erreurs et faire ça de plus en plus précisément les distances, hein, et de l'autre côté, Newton qui ne pouvait rien faire de sa formule, hein, sauf l'affirmer avec force, puisqu'il ne connaissait pas G. Qu'est-ce que la science en a retiré d'un côté des travaux et puis de l'autre côté Il de ne la connaissait pas formule G, mais il connaissait GM quand même, puisqu'il y a les dimensions des orbites.